Ça raconte l'histoire d'une femme qui est en train de manger un sandwich à la Bibliothèque nationale de France et elle demande à un collègue des nouvelles de sa femme. Et le collègue lui répond que sa femme est en train de devenir une grosse vache. Donc l'héroïne est un petit peu surprise de cette déclaration. Et puis elle comprend au fur et à mesure de la discussion qu'en fait il a simplement voulu dire que sa femme était enceinte. Donc là elle est tout à fait indignée. Elle se dit quel gros con ce type. Et puis pourtant quelques années plus tard, lorsqu'elle devient à son tour, lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, elle se met à se prendre pour une vache. Donc elle se donne le surnom de vachette. Elle se met même à meugler. Et autour d'elle, eh bien, on ne sait pas très bien si les gens comprennent ce qui lui arrive. On peut même se demander, est-ce qu'elle devient vraiment une vache? De toute évidence, elle ne devient pas une vache, et il y a cette dissonance entre elle et son entourage. Mais elle persévère dans sa fantaisie. Par exemple, quand elle rencontre des sages-femmes, elle considère que c'est des vaches-femmes, et ça continue jusqu'à l'accouchement, où elle considère qu'elle met au monde un veau. Donc voilà, c'est une sorte de fantaisie, ce livre. Je pense que c'est un livre très drôle, un livre qui aborde le récit de la grossesse par le parti de l'humour. Je vais lire quelques pages, peut-être pour rendre compte de cette tonalité. Je vais lire le premier passage qui m'est venu dans l'écriture et qui a amené petit à petit l'image de la vache. Parce que tout est parti d'une blague, je me suis dit, je vais pas écrire la nausée, ça a déjà été fait, mais je vais écrire les nausées. Et c'est comme ça qu'a commencé Vachette, même si ensuite j'ai retravaillé et le passage n'est plus exactement au début du livre. Ce ne fut pas la nausée. En aucun cas méditatif, ce fut un état ruminant. Ce furent les nausées. Elles commençaient, sans début et sans fin, où que je sois, et me soulevaient mollement d'un dégoût sans répit, sans mots, sans limite. Mon corps, invisiblement bovin, s'installait dans mon esprit abattu et prenait les proportions, la mobilité d'une angoisse. Leur puissance allait pourtant bien au-delà d'un phénomène psychologique et me faisait éprouver, plus que l'union, l'unité de l'âme et du corps. J'étais devenue une longue et grosse digestion impossible, et je m'aperçus que digérer, c'était penser. Parce que c'est vrai qu'elle prête un peu cette fantaisie aussi à ceux qui sont autour d'elle. Par exemple, elle appelle son mari Torino. Bon, et puis elle meugle, enfin voilà, et autour d'elle, il y a cette perplexité. Donc là, c'est un passage qui se situe un petit peu avant le moment de l'accouchement. J'étais prise d'un sentiment de persécution, convaincue qu'on voulait m'envoyer à l'abattoir. Quand on me demandait des nouvelles de mon état, je croyais voir des humains sanguinaires qui me poursuivaient en hurlant « Comment ça va ?» Je ne prenais pourtant pas la fuite, parce que j'étais devenue trop lourde pour courir. Je meuglais, tout doucement, le plus doucement possible, avec un sourire exsangue, entrecoupant mes meuglements inaudibles de phrases pleines de discrétion qui parlaient modestement d'un manque de fer. Je m'imaginais souvent mourir le jour de sa naissance, et je me demandais si, dans ce cas, je mourrais en l'ayant connue. Peut-être que je ne devrais pas casser le suspense, mais elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas le jour de la naissance, et elle se met à considérer qu'elle a un petit veau entre les pattes. Et donc je voudrais aussi lire encore un petit passage où il est question aussi de cette relation qui se met en place petit à petit entre Vachette et son veau. Du temps passait. J'étais seule avec mon veau, mais j'étais aussi ailleurs. Nous étions si proches l'un de l'autre, lui et moi, que nous étions aussi une absence l'un à l'autre. Sa présence était si répandue, en moi et autour de moi, si diffuse dans l'air et l'odeur de l'étable, si prête à éclore de la moindre de mes ruminations, me rappelant à lui, quand sa paille était humide ou qu'il pleurait de faim, si présente, sa présence, qu'elle ressemblait à une irréalité. Je meuglais souvent des chansons aux mots incompréhensibles
pour retrouver entre nous quelque chose de palpable, de mélodieux meuglements d'amour, contre le silence ou le bruit de son absence ou de sa présence, ou bien nous sortions. Quand nous nous retrouvions propulsés dans la rue, le bruit des voitures, la circulation autour de nous me redonnait le sentiment violent de notre situation, que j'avais mis un veau dans ce monde, et j'éprouvais une poussée brutale d'amour et de désolation qui penchait sur lui mon échine, avec des mots de gratitude et d'effroi. Des voix étrangères me tiraient de mon effarement, de vieilles vaches qui me disaient qu'il était gros, qu'il était beau, et qui, jaugeant mon visage déjà amaigri et ma silhouette vacillante, me demandaient si Torino, lui, se portait bien, peut-être parce qu'elle ne comprenait pas que l'embonpoint de Sauveau pût tenir d'une vache maigre. Elle concluait « Profitez-en, ça passe vite », et j'entendais docilement leur avis, tout en mesurant l'écart qui m'en séparait. Sans doute parce que j'étais encore une vachette, et que le temps ne se succédait pas, il durait. Je me suis beaucoup attachée aux métaphores animalières qu'on peut entendre à propos des femmes enceintes, qui peuvent d'ailleurs être dites par les femmes enceintes elles-mêmes. Donc la vache, elle revenait souvent, mais il y avait des tas d'autres animaux, comme par exemple la baleine ou l'otarie. Mais c'est pas... Voilà, je pense que si c'est la vache qui a attiré mon attention, qui m'a paru un beau matériau, c'est parce que j'en ai vu des vaches. C'est un animal que je trouve... C'est un animal qui m'est familier. Et c'est un animal assez familier, je pense, dans l'imaginaire collectif, parce que déjà, il est présent dans les campagnes, mais il est aussi présent, par exemple, sur les emballages de nourriture, dessinés, stylisés, ou même par exemple dans la littérature pour enfants, on voit souvent des personnages vaches. Donc il y avait cette familiarité, et en même temps, moi, à chaque fois que j'ai regardé une vache, à chaque fois que j'ai vraiment regardé une vache, j'ai été éblouie, étonnée par l'énormité de cet animal, sa beauté, et donc je crois que ça permet de tenir ensemble deux choses sur la grossesse et le fait de mettre un enfant au monde. C'est qu'au fond c'est quelque chose d'assez ordinaire, je veux dire, ça arrive à quand même beaucoup de monde, ça fait d'ailleurs partie des normes qui existent, de ce qu'on dit qu'une femme est censée faire dans sa vie, voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut considérer comme attendu, et en même temps, si on s'empare vraiment de la chose et qu'on élabore un langage pour véritablement raconter l'expérience, ça devient alors ce que c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pour ça la vache. C'était de tenir ensemble ce familier, cette énormité, ce familier, cette étrangeté, ces deux choses-là. Découvrir qu'on est un mammifère, en effet, surtout et d'ailleurs pour lui et pour elle. Je pense que c'est important que ce soit l'histoire d'un couple parental aussi, même si tout est perçu du point de vue de vachette. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je pense que les femmes spontanément peuvent dire je suis une vache, notamment au moment de l'allaitement. Et en même temps, la chose s'installe bien avant l'allaitement. Et si elle n'avait pas allaité, je pense qu'elle se serait quand même sentie une vache. Donc il y a cette expression animale et en même temps qui ne parle pas non plus de l'animalité de l'humain, qui parle de l'imaginaire avec le corps. Parce que voilà, on m'a souvent dit sur mes écrits précédents, sur mes précédents livres, que c'est des livres sur le corps, beaucoup. Et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, on associe la littérature écrite par des femmes au corps. Et justement, alors bien sûr que le corps, il est tout à fait central dans Vachette, que tout part du corps d'une femme, d'un corps qui s'avachit. Et en même temps, ça n'est pas que le corps, en fait, c'est l'esprit. Alors elle dit plutôt le cerveau, parce qu'il y a aussi pas mal de jeux de mots autour de veau, bon, etc. Mais c'est l'esprit qui voit arriver quelque chose à son corps. Et donc c'est dans cette... et c'est qu'est-ce que ça fait aussi au langage de la femme qui voit cette transformation lui arriver. Parce que même quand une grossesse est désirée, comme c'est le cas dans ce récit, la grossesse, elle arrive quand même involontairement.
le corps fait son travail un petit peu indépendamment de l'esprit. Et donc il y a ce phénomène de dissociation. Et donc voilà, l'image vache, elle parle aussi de cette dissonance entre le corps et l'esprit. Je pense que c'est aussi pour ça que le récit est assez comique, c'est que on la voit vraiment vache. C'est vraiment une grosse vache, elle a cette placidité, cette lenteur. Il y a un langage aussi, une écriture qui épouse un peu cette lenteur. C'est une prose qui est pleine de répétitions, de quelque chose d'un petit peu mélodieux. On a presque l'impression d'entendre un peu une cloche qui sonne quand on écoute ce récit, à mon avis. Et en même temps, il y a une vivacité. Une vivacité dans l'écriture, une vivacité de l'esprit du personnage. Donc il y a un peu une silhouette grotesque au sens où ça associe des choses tout à fait contradictoires. Un être extrêmement spirituel, toujours en train de faire des jeux de mots, de faire des analogies inattendues, et en même temps, sa silhouette qui s'arrondit, qui s'alourdit. Et justement, il y a quelque chose qui est très important dans l'élaboration de je dirais, de ce contraste, c'est le fait qu'elle va chez celui qu'elle appelle son taureau analyste, qui est d'ailleurs la seule personne chez qui elle s'empêche de meugler. Chez lui, elle ne meugle pas, parce que, je me suis demandé pourquoi j'avais choisi que chez le taureau analyste, chez qui elle est comme ça allongée de plus en plus lourdement sur le divan, pourquoi est-ce qu'elle ne meugle pas? Parce que c'est un lieu où le langage est complètement en liberté, où il n'y a plus où elle a plus ces espèces d'interlocuteurs qui la regardent avec un air suspicieux. Et donc là, elle peut véritablement, elle peut y aller, elle peut se lâcher. Et donc elle n'a pas besoin de ces meublements à ce moment-là. Et en même temps, c'est là qu'on voit justement s'élaborer cette fantaisie qui est guidée par le corps, mais qui est en dialogue avec le corps, et qui est inspirée par cette grossesse, qui devance la grossesse, qui est en même temps étonnée par elle. Enfin voilà, cette liberté dans le langage, qui est une liberté très poétique. Quand on raconte une grossesse, je pense qu'écrire quelque chose c'est toujours difficile, et écrire une grossesse c'est difficile aussi parce que il y a des tas de récits sur la grossesse, et qu'en général c'est quand même des récits qui donnent des conseils. Donc il y a déjà toute une veine voilà, j'attends un enfant, ce genre de choses, les livres de puériculture. Disons que la grossesse est un lieu de langage normatif. Donc je pense que si mon livre est féministe, c'est précisément parce que, enfin en tout cas j'espère, que c'est pas un récit qui donne des conseils, c'est plutôt un récit qui essaye d'élaborer le récit d'une grossesse du point de vue d'une subjectivité de femme enceinte. Et pour le faire, il faut se départir de tas de normes, d'idées attendues. Il faut les secouer, il faut s'en libérer, il faut secouer ce joug. C'est pour ça aussi que la vache, c'est bien pour ça, parce que moi, la vache, avec sa grosseur de vache, et ben, ses cornes aussi, elle me donnait une forme de courage, d'audace dans la liberté de mon langage sur ce que j'allais raconter. Ça permet effectivement de raconter des tas de choses, et notamment je trouve que quand on parle de son corps, c'est quand même difficile de sortir aussi des attendus, qui sont souvent des attendus masculins quand même, voilà, la sexualisation du corps des femmes, etc. Enfin, ce genre de choses. Là, c'est un corps très sexuel, ce corps de vache notamment, mais ben voilà, c'est une nouvelle sexualité aussi dont il est question, c'est une nouvelle intimité. On parle notamment il est beaucoup question de son vagin, parce que c'est quand même par là que tout ça se passe. Mais voilà, il lui arrive toutes sortes de choses à ce vagin. Il lui arrive de jouir, et la question de la jouissance, elle est importante, parce que c'est une vache qui jouit de son état. Et elle ne jouit pas seulement de ça d'ailleurs, il a beaucoup de questions, il est question de cette jouissance-là, mais et j'ai trouvé que le détour vachette apportait beaucoup de choses à cette expression du ressenti, du sentiment féminin entre le corps et l'esprit. Alors la littérature du XVIIe, elle apparaît dans ce livre, et c'est rigolo parce qu'elle n'était jamais apparue dans mes livres précédents, un petit peu dans la jante, mais vraiment de façon tellement implicite. Et dans Ta grossesse, qui est un récit d'avortement, il n'y avait pas la littérature du XVIIe. Je pense que parce que la littérature du XVIIe appartient à mon intimité, et que c'est une littérature qui me met en joie. Donc je crois mais qui me met en joie
je saurais pas dire qui me met en joie quand je l'écoute, quand je la lis, quand je l'écoute. C'est des mots qui me mettent dans un état de... j'exulte un peu. Et donc là aussi, citer cette littérature-là. Et je me suis dit aussi récemment qu'il y avait un lien pour moi entre vache et littérature du XVIIe, au sens où on dit souvent que la littérature du XVIIe c'est très clair, c'est une littérature limpide, cristalline. Et je comprends très bien qu'on puisse dire ça, mais pour moi, c'est une littérature qui m'est tellement... enfin, je sais pas, je la vois plutôt comme un mélange d'éclat et d'obscurité. Et de même que cette grosse vache est pour moi un animal familier et bizarre. Et donc je crois que c'est ce langage-là du XVIIe que je trouve souvent à la limite de l'illisible. Je crois que c'est pour ça qu'ici je le trouvais très, très à sa place. Il y a des auteurs qui sont très connus, comme par exemple Racine. Ça commence avec Racine et ça finit aussi avec... enfin ça finit presque avec Racine. Racine revient souvent... et peut-être que c'était une façon de... peut-être que la tragédie était peut-être aussi une façon de faire une petite transition avec Ta grossesse qui raconte un avortement. C'est pas du tout une tragédie d'ailleurs telle que c'est raconté, mais sur un registre plutôt triste. Alors je sais pas, enfin c'est peut-être pas du tout ça d'ailleurs, mais... et puis il y a des auteurs qui sont un petit peu moins connus. D'abord j'ai écrit Voiture, puis après je me suis dit je dois dire Vincent Voiture, parce que si je dis voiture, comme il est par ailleurs question beaucoup des voitures qui roulent, parce que Vachette est très sensible au bruit, on va pas comprendre. Donc il y a un poème de Vincent Voiture aussi qui raconte un poisson. Et donc là c'est parce que je trouve qu'il y a dans ce langage une manière de parler des animaux que j'adore, et donc il y a quelqu'un qui apparaît tardivement et qui aurait pu apparaître avant, c'est La Fontaine. Parce que peut-être s'il y a un langage qui pour moi c'est la jouissance même en poésie, c'est La Fontaine. Alors comme je voulais parler de ça, du bonheur, le bonheur jouissance, bah, La Fontaine il était très bien pour... Et en même temps, il y a quelque chose d'amusant, c'est que La Fontaine n'utilise pas beaucoup les vaches dans ses fables. Je me suis un petit peu penchée sur la question et il en est à peine question. Voilà. Mais c'est vrai que les vaches c'est un animal poétique, par exemple c'est Homère, enfin c'est une épithète homérique par exemple, aux beaux yeux de vache. Mais voilà, donc j'ai un petit peu complété les fables de La Fontaine aussi, avec ce récit. Même si dans La Fontaine, les animaux parlent comme des humains, alors que moi, c'est mon personnage qui se met à meugler, donc c'est tout à fait différent. Ce que je trouve particulier avec le fait de raconter une grossesse heureuse, c'est qu'on attend tellement de nous qu'on nous dise qu'on est contente d'être enceinte, qu'on est presque un petit peu vexé d'avoir à dire qu'on a été heureuse d'être enceinte. Donc je voudrais dire ça, c'est vrai que il y a une ambiguïté sur raconter le bonheur enceinte, c'est raconter un gros truisme, c'est le cas de le dire aussi. Et en même temps, je pense que justement ce que j'ai voulu, c'est me réapproprier en fait ce que c'est que le bonheur très particulier qui peut arriver dans cet état-là, et qui est un bonheur qui n'arrive pas seul, en tout cas pas pour moi, je veux dire, qui enveloppe l'angoisse de la mort des veaux et la mort des vaches, c'est quelque chose qui existe, et puis l'angoisse des morts passées, puisqu'il est aussi question de ce souvenir qui revient souvent de l'avortement au fur et à mesure du récit. Mais je crois surtout que c'est un récit de bonheur au sens, comme je dis, où on nous dit tout le temps ça passe vite. C'est vraiment la phrase, c'est le lieu commun sur la grossesse, ça passe vite. Et je crois que quand on dit ça passe vite, c'est qu'on veut parler de ce bonheur qui échappe en fait, ce bonheur très spécifique qui nous arrive, qui peut nous arriver, et il nous échappe à la fois, pas tellement parce qu'il passe vite, parce que quand on y pense ça dure quand même quelques temps et ça peut même être un peu long, mais aussi on n'a pas les mots, on n'a pas tellement les mots pour le fixer dans sa mémoire. Et donc moi j'ai voulu trouver un langage pour lui donner une existence. Trouver un langage pour lui donner une existence. Voilà. On dit qu'un malheur n'arrive jamais seul, et le bonheur, il s'en va. Et j'ai voulu rattraper la chose avec le livre.